Normalement, c'est le bouquet final, le grand feu d'artifice d'une saison intense. Les ATP Finals, c'est censé être un choc permanent entre les 8 meilleurs joueurs de l'année. 2 poules, des affiches XXL dès le dimanche, un public en transe, un décor sublime. Mais cette année, ça sonne un peu creux, non? Pensez que l'édition 2024 avait touché le fond. Finalement, 2025 fait encore pire, parce que cette année, il n'y a pas 8 joueurs, il y en a 2. 2 qui écrasent tout, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Alors dans cette vidéo, on va plonger dans ce tournoi qui cristallise tous les paradoxes du tennis actuel. On va parler du format, des enjeux, de chaque joueur et surtout de cette étrange impression. Et puis le reste, qui fait de la figuration plus ou moins classe. Parce qu'on a là un tournoi majeur sans la densité qu'il mérite. Mais attention, il y a un enjeu immense, car derrière cette affiche qui fait bâiller se cache peut-être le match le plus important de la saison. Avant de parler de l'édition 2025, il faut comprendre ce que ce tournoi représentait. Parce que les ATP Finals, ce n'est pas n'importe quel événement. C'est un monument, un mythe, un concept unique dans le tennis mondial. Tout commence en 1970. Le tournoi s'appelle alors le Masters Grand Prix. L'idée est réunir les 8 meilleurs joueurs de la saison dans un format inédit. 2 poules de 4 joueurs, tous s'affrontent, puis les demi-finales et la finale. Perdre un match n'est pas synonyme d'élimination, et ça change tout. Chaque rencontre compte, chaque victoire est précieuse, chaque set pèse dans la balance. Pendant longtemps, ce tournoi a été considéré comme le 5e grand chelem. Rendez-vous compte, un Graal à part, un révélateur de domination. On n'y gagne pas par hasard, on y bat les meilleurs un par un. Le palmarès, Federer, Djokovic, Sampras pour ne citer que. Les affiches, souvent épiques. On se rappelle des Nadal-Djokovic, Djokovic-Murray ou encore les Nadal-Federer. Même en l'absence d'un ou deux joueurs, l'identité du tournoi était forte. 2025, c'est autre chose. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus le format, c'est le casting. Parce que sur les 8 noms qui seront alignés cette année, il y en a 2 qui brillent et 6 qui complètent le tableau. Autrefois, il fallait battre tout le monde pour gagner. Aujourd'hui, on prie pour qu'au moins un match vaille vraiment le coup. Cette édition 2025 des ATP Finals a beau être l'une des plus déséquilibrées depuis longtemps, elle porte en elle un enjeu majeur, celui qui justifie encore d'allumer la télé, la bataille pour la place de numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz arrive à Turin avec une avance de 1050 points sur Yannick Sinner, ce qui veut dire quoi concrètement? Que le destin est entre ses mains. S'il gagne 3 matchs à Turin, il a plié les débats, il est sûr de terminer la saison numéro 1 mondial pour la 2e fois après 2022. Mais attention, s'il chute dans les phases de poule ou en demi-finale, alors là, tout peut basculer. Et ça sera désormais à Sinner de faire ce qu'il a toujours fait depuis le début de la saison, enchaîner, performer, punir. L'Italien n'est qu'à un coup de maître de ravir de nouveau ce trône. Bref, ce n'est pas juste un tournoi de fin de saison, c'est un duel à distance pour la suprématie mondiale. Et ironiquement, c'est peut-être le seul match qu'on attend tous. Ils sont 8 à avoir décroché leur ticket pour Turin, enfin 8 sur le papier, parce qu'en 2025, derrière le duel Alcaraz-Sinner, on a parfois l'impression de voir 2 locomotives et 6 wagons. Mais avant de juger trop vite, regardons de plus près ce que ces 8 joueurs ont démontré durant cette saison, et volontairement, je ne vais pas prendre les résultats de cette semaine à Athènes et à Metz. Alcaraz en 2025, c'est 15 tournois disputés, 8 titres, Rotterdam, Monte-Carlo, Rome, Roland-Garros, Le Queen, Cincinnati, l'US Open et Pékin, 75 matchs disputés, 67 victoires, 8 défaites, et depuis le début de Monte-Carlo, c'est quand même 52 victoires pour 4 défaites. Oui, j'ai quand même joué le jeu de l'ATP et de prendre en compte cette défaite à la Lever Cup contre Tyler Fritz, ça me fait mal au cœur, mais ça compte malheureusement dans les face-à-face. Donc c'est dire quand même le gap qu'il a passé depuis la saison sur terre battue et à quel point Carlos Alcaraz est devenu un acteur principal de ce circuit. Et pour Alcaraz, c'est 16 matchs contre des top 10, 13 victoires, 3 défaites. Au niveau de son passif aux ATP Finals, en 2023, il arrive en demi-finale avec 2 victoires, 1 défaite en phase de poule. Et en 2024, 1 victoire et 2 défaites en phase de poule. Donc autant te dire que c'est pas forcément un tournoi qui lui réussit énormément. Il a beaucoup à montrer, sachant que ça arrive en fin de saison où il est souvent sur les rotules. Après, il peut s'appuyer sur un bon bilan face à ses adversaires directs, étant donné qu'il culmine à plus de 66% de victoires contre les 7 autres joueurs. Et ce qui est fou avec l'Espagnol cette saison, c'est que peu importe le résultat aux ATP Finals, c'est sa meilleure saison en carrière. On l'a eu en 2 temps. Une première phase où il a fait des ajustements techniques, notamment avec son service,
son revers en essayant d'avoir un revers plus compact pour moins subir dans cette diagonale, au service d'avoir un mouvement beaucoup plus fluide pour gagner de la puissance. Et ça n'a pas été payant tout de suite. On a vu à l'Open d'Australie, donc certes il y a ce titre à Rotterdam, mais à Indian Wells, Miami, ça a été compliqué. Beaucoup lui sont tombés dessus. Mais derrière, quand ça s'est mis en place petit à petit, et c'est pas venu tout de suite avec la saison sur terre battue, parce que ça a été encore laborieux à Monte-Carlo, notamment contre Musetti, contre Arthur Fils. Il y a cette blessure après en finale à Barcelone. Mais à partir de Rome, franchement, c'est extrêmement solide de la part de Carlos Alcaraz. On a vu ce qu'il avait voulu mettre en place et ça faisait un petit peu écho à ce qu'a fait Yannick Sinner en 2023 où son jeu a pris une autre dimension. Là, Carlos Alcaraz, au même âge que Sinner en 2023, a fait des ajustements et derrière, ça a été ultra payant. Après, voilà, il y a eu cette déconvenue au Rolex Paris Masters contre Cameron Norrie. Un jour sans, ça arrive à tout le monde. 54 fautes directes, il a été méconnaissable. C'est le jeu. On ne peut pas lui tomber dessus à chaque fois qu'il y a une défaite et dire qu'il est surcoté, qu'il manque d'humilité, sachant ce qu'il a fait quand même depuis Monte-Carlo. C'est monstrueux avec cette finale à Wimbledon, ce titre à Roland-Garros, l'US Open, etc. Il a su enchaîner et produire un excellent niveau de jeu. Donc franchement, c'est peut-être une saison all-time par rapport à ses standards. Il lui reste ce dernier jalon cette fin de saison avec les ATP Finals ou dans des conditions qu'il n'affectionne pas particulièrement, même s'il a progressé au service en revers. Donc il va moins subir dans des conditions rapides, mais c'est là où il peut avoir tendance à avoir puisé beaucoup sur ces derniers mois et il faudra forcément scruter ses performances. Yannick Sinner, il fait une saison 2025 extrêmement solide. Lui aussi, 11 tournois disputés, 4 titres, l'Open d'Australie, Wimbledon, Vienne et Paris. Et surtout, il a fait finale dans chaque major cette saison. Rends-toi bien compte, parce qu'il a eu des balles de match à Roland-Garros, il aurait pu prendre les 3 premiers majors de la saison. Derrière, à l'US Open, c'est un petit peu moins bien. Il passe à côté de cette finale, mais c'est totalement stratosphérique ce qu'il a fait, sachant qu'en plus, il a loupé 3 mois de compétition avec cette suspension suite à négligence de son staff. C'est 59 matchs disputés, 53 victoires, 6 défaites, 18 matchs contre des membres du top 10, 14 victoires, 4 défaites. Et aux ATP Finals, ça a été crescendo sa progression en 2021. Une victoire, une défaite en 2023. Finale invaincu jusqu'à ce match contre Novak Djokovic. Et derrière, ça reste à ce jour sa dernière défaite en indoor. Il a enchaîné 26 victoires consécutives. Et en 2024, titre invaincu, lui aussi, plus de 67% de victoires contre les 7 autres joueurs, donc un très bon bilan de sa part. On a vu un Yannick Sinner qui a su consolider cette saison par rapport à ses bases qu'il avait déjà construites en 2023-2024. Voilà, il a eu son apogée. Derrière, il a roulé sur tout le monde. En 2025, il y a eu cette suspension qui lui a fait perdre un petit peu le rythme. C'est compliqué son retour à Rome, mais franchement, à Roland-Garros, il a ça de décrocher le titre. C'est un petit peu moins bien depuis son sacre à Wimbledon, où on l'a senti accuser le coup physiquement, que ce soit à Cincinnati, à l'US Open, même à Shanghai. Pourtant, il va quand même prendre Vienne et le Rolex Paris Masters sans forcément déployer son meilleur tennis, sans être dans les meilleures conditions physiques. Mais la différence principale, ça a été son pourcentage de première balle, étant donné que jusqu'à l'US Open, il était sur 59,9% de première balle. Et là, depuis la fin de l'US Open, il l'a dit, il fallait qu'il bosse dans ce compartiment de jeu-là au niveau du service. Il est passé à 67%. Donc on a de très bons résultats. En indoor, ça reste un calvaire avec son jeu très compact, sa prise de balle précoce. Mais voilà, à surveiller que lui aussi ne finisse pas trop sur les rotules, même s'il a bien caché son jeu au Rolex Paris Masters, il ne perd pas un set. Pourtant, on l'a vu presque au bord du précipice à chaque match. Alexander Zverev, en 2025, 23 tournois disputés, un seul titre à Munich, 77 matchs disputés, 54 victoires, 23 défaites, 12 matchs contre des top 10, 3 victoires, 9 défaites. Et là, le constat, il est flagrant, c'est indigne d'un numéro 3 mondial par rapport à des standards quand même assez élevés. On voit l'écart en termes de niveau de jeu entre le numéro 1 et le numéro 2, et également en termes de points. Alexander Zverev, ça a été très compliqué. Pourtant, il avait si bien commencé avec cette finale à l'Open d'Australie où il se prend une doudoune. 3 petits sets. Aux ATP Finals, il peut capitaliser quand même sur sa confiance, sachant qu'en 2017, c'est une victoire, 2 défaites. En 2018, le titre. En 2019, une demi-finale. En 2020, une victoire, 2 défaites. En 2021, le titre. En 2023, 2 victoires, 1 défaite. Et en 2024, c'est une demi-finale. Et par rapport à son pourcentage de victoires contre les autres joueurs, on est à peine au-dessus de 50%. Donc c'est compliqué pour Alexander Zverev qui bosse beaucoup par rapport à toutes les excuses qui sortent tout au long de la saison, mais où je ne vois pas son jeu évoluer, toujours aussi passif, 4 mètres derrière sa ligne, il manque de tranchant. Côté coup droit, c'est solide. Côté revers, c'est fluctuant au service. On sait qu'il y a ses pépins avec son diabète
et que derrière, c'est un petit peu les montagnes russes. Mais franchement, j'ai l'impression qu'il a atteint un plafond. Il était revenu très fort après sa blessure, mais là, ça ne progresse plus. Et c'est assez inquiétant de se dire que c'est ça le numéro 3 mondial. Avant qu'on passe aux autres joueurs, si tu veux continuer à regarder le tennis avec un œil plus critique, un peu plus narratif, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la petite cloche et rejoins-nous, ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu veux soutenir notre travail de fond, on a ouvert un Tipeee. Tu peux nous donner à la hauteur de tes moyens pour qu'on continue à être indépendant. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Ben Shelton, sa saison 2025, c'est 22 tournois disputés, un titre au Canada en Masters 1000. 61 matchs, disputés 40 victoires, 21 défaites, 9 matchs contre les top 10, 2 victoires, 7 défaites. Il n'a jamais joué aux ATP Finals, il a à peine 17% de victoires contre les autres joueurs qu'il pourrait rencontrer. Et Ben Shelton, ça a été une très bonne saison pour lui parce qu'à chaque fois en majeur, il a arrêté par Alcaraz ou par Sinner. Il a su montrer de belles choses, notamment à Roland-Garros. Et il y a eu ce sacre au Canada. On a vu tous ces ajustements, que ça soit au niveau de ses compétences athlétiques, de ses retours aussi avec pas mal de retours bloqués, de son slice côté revers pour moins être lésé dans ce compartiment de jeu-là. Mais derrière, physiquement, ça a totalement implosé. Il a été discret jusqu'au Rolex Paris Masters où il a refait parler de lui, même s'il perd en 2 sets contre Yannick Sinner. Donc c'est un bon joueur qui a ce côté un peu explosif, cette grinta, mais derrière, il a quand même des grosses lacunes techniques. Taylor Fritz, en 2025, 21 tournois disputés, 2 titres à Stuttgart et à Eastbourne, 73 matchs disputés, 52 victoires, 21 défaites, 7 matchs contre les top 10, 3 victoires, 4 défaites. Il a fait demi aux ATP Finals en 2022 et finale en 2024. 39% de victoires contre les autres joueurs de ces ATP Finals. Et Taylor Fritz, il a une saison en 2 temps. On l'a vu gêné par des pépins physiques, notamment aux abdominaux. Ça a été compliqué jusqu'au gazon, où il s'est vraiment relancé avec ses titres à Stuttgart, Eastbourne et fait un excellent Wimbledon, où il inquiète Carlos Alcaraz. Il a ça d'aller en 5-7. Et derrière, ça va vraiment le lancer sur sa saison. Il va avoir des bons résultats. Et il va tenir la dragée haute pour être qualifié dans ces 8 noms. Donc c'est un joueur qui est solide, voilà, qui a un bon service. Côté coup droit, c'est solide. Côté revers aussi, c'est la diagonale qu'il apprécie, même s'il a un défaut au niveau de ses compétences athlétiques, de ses déplacements, notamment quand il fait des déplacements de l'arrière vers l'avant pour conclure au filet. On l'a vu contre un Mpetshi Péricard, voilà, il peut facilement se trouver, mais ça reste un joueur relativement stable qui a atteint ce plafond. Et pour aller au-delà, c'est un peu compliqué pour l'Américain. Alex de Minaur, 21 tournois disputés en 2025, un titre à Washington, 76 matchs disputés, 55 victoires, 21 défaites, 9 matchs contre les top 10, 1 victoire, 8 défaites. Sa seule victoire, c'était contre Zverev à la Lever Cup encore. Finalement, le fait de compter les confrontations, ça le sauve un petit peu l'Australien. Aux ATP Finals, en 2024, c'était 0 victoire pour 3 défaites, 22% de victoire contre les autres joueurs. C'est un joueur qui a progressé, c'est indéniable. On le sent un petit peu plus offensif, il prend la balle plus tôt, il essaie de conclure au filet, il a progressé au service. Mais là encore, un petit peu à l'image d'un David Ferrer de l'époque, il lui manque ce surplus de puissance, de faire un petit peu mieux pour essayer d'aller au-delà et de battre. C'est Yannick Sinner, c'est Carlos Alcaraz. Donc encore une fois, c'est une très belle consécration pour lui, c'est totalement mérité parce qu'il a cette constance. Mais pour aller au-delà, il faudra trouver mieux et je pense qu'il a su exploiter tout son plein potentiel. Félix Auger-Aliassime, en 2025, 26 tournois disputés, 3 titres, Adélaïde, Montpellier, Bruxelles, 71 matchs disputés, 48 victoires, 23 défaites, 10 matchs contre les top 10, 5 victoires, 5 défaites. Aux ATP Finals, en 2022, 1 victoire, 2 défaites, 45% de victoires contre les autres joueurs. Et le Canadien, lui aussi, a une saison en 2 phases. Il a très bien commencé avec ce titre Adélaïde, des bonnes prestations en indoor. Et ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué, des pépins physiques, des pépins mentaux. Il a dû repasser par la case Challenger. Et c'est à Cincinnati, ce quart de finale perdu contre Sinner, où il commence à se relancer. Sa consécration pour lui, c'est vraiment à l'US Open avec cette demi-finale où il inquiète vraiment l'Italien. Et ensuite, il va retrouver un toit au-dessus de sa tête. Et derrière, il arrive à enchaîner les bonnes prestations. Cette finale au Rolex Paris Masters où il est loin d'être ridicule. Contre Yannick Sinner, son enchaînement service coup droit, trouver un petit peu plus de constance également côté revers pour tenir cette balle. Franchement, c'est un joueur qui est complet, qui peut vraiment faire mal dans ses ATP Finals parce qu'il adore ces conditions. Lorenzo Musetti, en 2025, 21 tournois disputés, 0 titre, 60 matchs, en tout 41 victoires, 19 défaites, 12 matchs contre les top 10,
5 victoires, 7 défaites. Ça serait sa première participation aux ATP Finals, 36% de victoires contre les autres joueurs. Musetti, c'est vraiment un coup du sort qu'il soit qualifié pour ces ATP Finals. En plus de ça, par rapport à ses résultats, il doit surtout à la terre battue qui ont commencé vraiment à Monte-Carlo et cette finale où il a inquiété Alcaraz et cette demi également contre l'Espagnol à Roland-Garros. Derrière, il s'est fait plus discret, des blessures physiques qui l'ont contraint à avoir de moins bons résultats et notamment pas défendre ses points à Wimbledon. Il est revenu à l'US Open avec un résultat assez décent avec cette deuxième semaine et ce quart de finale contre Yannick Sinner. Lorenzo Musetti sur terre battue, forcément avec sa créativité, sa panoplie, son magnifique revers à une main, ce volume qu'il arrive à trouver, ça fait extrêmement mal. À la relance, il a progressé au service également, plus de constance côté coup droit. Donc voilà, sur les autres surfaces que la terre battue, ça a été beaucoup plus compliqué et surtout avec son revers à une main, sur ces surfaces rapides, très abrasives, il peut prendre l'eau parce que c'est plus compliqué pour lui de manœuvrer cette balle. Maintenant qu'on connaît les forces et les faiblesses de chacun, voyons comment les joueurs ont été répartis dans les deux poules. Bon, cette histoire de poule, ça a été un joli bazar entre l'incertitude de Novak Djokovic et Musetti qui pouvait se qualifier à la dernière minute en gagnant à TED. Mais voici les groupes. Dans le premier groupe, celui de Jimmy Connors, on retrouve Alcaraz, Musetti, Fritz et de Minaur. L'Espagnol peut être chanceux que Novak Djokovic n'ait pas décidé de participer à l'événement, ce qui fait qu'il se retrouve quand même dans de bonnes conditions face à des joueurs qu'il maîtrise plutôt bien, où la pression va redescendre d'un cran par rapport à cette première place mondiale, le fait qu'il n'ait jamais forcément performé dans ces conditions. On a uniquement Fritz, on va dire, qui a un profil qui peut vraiment le pressuriser dans ces conditions rapides, et cette seule victoire, c'était à la Laver Cup, donc c'est pas forcément une grosse référence. Donc si on a Alcaraz, Musetti, je pense que Alcaraz peut vraiment prendre l'avantage contre Lorenzo Musetti qui aura beaucoup donné en plus la semaine passée à Athènes. Première participation, donc à mon avis c'est jamais simple. Donc là une victoire d'Alcaraz. Fritz de Minaur, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant entre les deux joueurs, la constance du fond du cours de Minaur face à la puissance de Taylor Fritz, des compétences athlétiques de l'Australien. C'est pas 50-50 mais presque. Fritz qui peut avoir cette pression de défendre cette finale, mais je vais quand même aller plutôt sur l'américain. Ensuite, Alcaraz, Fritz, là tout est possible. Alcaraz galvanisé par cette première victoire qui peut s'imposer contre Taylor Fritz. Fritz qui peut aussi, dans ces conditions rapides, faire la différence. Demi dans Musetti, je vais plutôt aller sur de Minaur. Ce qui fait que je verrais bien sortir de cette poule quand même Alcaraz et Fritz, sachant qu'après, de Minaur, Alcaraz, là c'est l'avantage est clairement côté espagnol. Après je sais pas forcément dans quel ordre, mais en tout cas si Alcaraz finit invaincu de cette poule, ça pourrait déjà lui décharger un petit peu de pression. Le second groupe, c'est celui de Björn Borg. On retrouve Sinner, Zverev, Shelton et Auger-Aliassime. Donc on a un groupe assez compact avec des profils qui performent bien sur indoor, avec pas mal d'incertitudes quand même, et ce qui fait qu'on pourrait avoir ce match d'ouverture entre Sinner et Auger-Aliassime qui était la finale du Rolex Paris Masters. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on a eu en 2011. On avait Tsonga contre Federer en finale au Rolex Paris Masters et ils ont fait l'ouverture du Masters. Et derrière, ils se sont retrouvés également en finale. Donc un match pas simple, mais que Sinner pourrait capitaliser sur ce qu'il a montré à Bercy pour bien lancer sa campagne. Ensuite, Zverev contre Shelton. Là, ça va dépendre un peu de l'état physique de l'Allemand. On l'a vu avec cette cheville douloureuse à Paris. Shelton qui a montré des meilleures choses à Paris, mais voilà, qui va peut-être aussi subir un peu la pression de cette première participation. Et je vois quand même l'avantage de la dynamique service-retour pour l'Allemand. Donc je verrais bien Sinner et Zverev gagner leur premier match. Donc après, Shelton, Auger-Aliassime qui se disputent un petit peu la survie dans ce groupe. Sinner qui pourrait jouer Zverev, donc une troisième fois de suite sur quasiment 4 semaines. Je vois l'avantage encore côté italien pour finir en tête de ce groupe. Après Auger-Aliassime, je vais plus aller sur lui contre Shelton, et le match décisif entre Zverev et Auger-Aliassime, où je vais aller plutôt sur la confiance du Canadien, et je vois bien Sinner et Auger-Aliassime sortir de ce groupe. En tout cas, une chose est sûre, il y a tellement de pression, d'incertitude par rapport aux états de forme de chacun, beaucoup d'enjeux. Ce qui fait que, hormis l'assurance tout risque, Yannick Sinner, dans ce tournoi, c'est difficile vraiment à aller sur des demi-finales et des pronostics, de se mouiller pour savoir qui sera potentiellement son adversaire en finale. Les ATP Finals 2025, c'est censé être l'élite du tennis mondial. Mais cette année encore, ça ressemble davantage à une cérémonie de fin d'année qu'à une bataille dantesque entre géants. Alors oui, il y a Alcaraz, il y a Sinner, il y a cette course haletante pour la place de numéro 1 mondial, mais autour, trop de fatigue, trop de creux, trop de joueurs qui donnent l'impression d'être là parce qu'il faut remplir des cases. Et c'est peut-être ça
le vrai problème. Quand les ATP Finals ne font plus rêver, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui cloche dans le tennis moderne. Si cette vidéo t'a parlé, va voir celle-ci, les 8 vérités choquantes sur le tennis et ce que cela dit de nous. On y parle des réseaux sociaux, de la standardisation des styles, l'obsession du mental et surtout de ce que notre regard dit du sport qu'on aime.